Alright, bienvenue sur le 694 podcast. Max, deuxième épisode. Deuxième épisode, on était impatients de faire celui-là. Welcome back. Après les retours qu'on a eu du premier épisode, on se devait de continuer sur ce momentum. Exact, et on va continuer encore longtemps. Ben, je sais que t'es parti en vacances, un petit peu à la montagne. Raconte-nous où c'était, comment c'était, ce que t'as fait. Ouais, bah écoutez, c'était l'histoire de commencer sur une bonne année. C'était les 30 ans de Marine. On sait à quel point l'air frais de la montagne et d'avoir un autre environnement permet d'avoir des bonnes idées, des bons éclaircissements et juste de pouvoir un peu à chaque fois se poser et refléter sur les différentes choses. Et donc ça a vraiment fait du bien. T'en avais besoin. J'en ai besoin et puis en même temps, c'était pour nous le lancement de toute cette transition sur une nouvelle plateforme, la prog Aerox 1.0 qui a commencé pour la prep de Mechelen de 12 semaines. Donc le début a été mouvementé parce que ça était vraiment dans les mêmes dates, mais on a quand même réussi à prendre le temps de bien faire les choses et de commencer sur le bon pied, quoi. Exact. Le sujet qu'on voulait vraiment partager avec vous aussi aujourd'hui, c'était ces réflexions. 2025 a été une année riche et à chaque fois c'est super intéressant et surtout nécessaire de pouvoir refléter, un peu se poser et d'essayer de voir quelles sont les choses qui se sont bien passées, les choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Et donc on a fait une liste de ces points principaux et rien qu'en discuter, on remarque à quel point il y a beaucoup de choses à transmettre et beaucoup de choses qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc restez avec nous jusqu'au bout pour avoir toutes ces différentes leçons de Max et de moi et de profiter de cet échange. Ouais, c'est un podcast qui pourrait durer, à mon avis, beaucoup d'heures. On a énormément de choses à dire. On va essayer de condenser tout ça pour que ça soit simplement le plus digeste et que vous puissiez avoir cette réflexion de votre côté également. Ok, du coup Ben, on a fait chacun notre liste. C'est ça. On les a pas encore énormément comparés, donc on va commencer sur cette liste. J'aimerais bien savoir quelle est ta première leçon. La première que j'ai, c'est que intensity is a skill, not a personality trait. C'est fort. Très fort. C'est prenant, il fallait commencer le podcast avec quelque chose. Prenant. Donc j'ai fait meilleur mot. La raison de cette réflexion vient du fait que on a tendance à se dire que l'intensité est nécessaire, qu'on a besoin de mettre de l'effort, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont besoin un peu de se replonger dans le fait que l'effort et la capacité de mettre une intensité dans ses entraînements, dans les différents objectifs que chacun se fixe, c'est un skill. Et que comme chaque skill, ça se travaille, ça se répète et ça se pratique. Et que grâce à cette pratique et à cette expérience, on est capable de devenir quelqu'un, entre guillemets, d'intense. Et quelqu'un qui a une capacité de mettre un effort dans ce qu'il fait. Là, on parle principalement quand même sur le plan de l'entraînement, mais remettre ça en contexte et de se dire que c'est quelque chose qui doit être travaillé en fait, tu vois, et qu'il faut prendre conscience que c'est uniquement par exposition qu'on est capable au final à chaque fois de pouvoir améliorer cette composante. Exact. En résumé, cette capacité ne tombe pas du ciel et qu'elle se construit de plusieurs manières. Il y a un volume qui doit être maîtrisé. Il y a de la répétition, comme tu l'as dit, le fait d'être exposé chaque fois à cette intensité-là, mais avec la bonne dose. Et juste, encore une fois, même la présence à l'entraînement qui peut jouer énormément. Et oui, c'est ce qui peut rendre une personne, un athlète, peu importe la manière dont on va le nommer, juste capable de pouvoir aller chercher cette intensité, de la maîtriser et d'avoir des séances qui finalement sont bien tolérées. Ouais, c'est ça. On n'est pas intense. Non, on ne n'est pas intense, non. Il y en a peut-être un peu plus que d'autres. Quand tu vois Ninon, elle est très intense. Elle est très intense. Elle est très intense, mais clairement, c'est quelque chose qui s'acquiert sur le temps. Mais c'est clairement, c'est ce qui construit un athlète et c'est pas ce qu'il est en tant que tel. C'est ça. Ouais. Bonne conclusion. Ouais. C'est vrai que on a parlé de la Ninon très rapidement, mais je pense que 2025 pour toi a été une année qui a été beaucoup remplie d'apprentissage en tant que parent, en tant que papa. Exact. Et je suppose que tu as envie de partager quand même pas mal de ces leçons avec nous aujourd'hui. Si de mon côté je devais avoir une seule grosse leçon, clairement depuis maintenant une année. J'ai encore du mal à le dire, mais ça fait 1 an que je suis officiellement daddy. Yes. Et clairement, cette année, elle a changé sur énormément d'aspects.
Et ma leçon numéro 1, c'est de se dire que à partir du moment où on devient père, c'est tout qui change. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Si on veut faire le parallèle avec le fitness, c'est que il va falloir, si vous êtes père, ou si vous allez devenir père, ou si vous avez dans l'idée de devenir père, être prêt à devoir faire des sacrifices d'une part, c'est sûr, mais être prêt à surtout devoir changer un tout petit peu la manière dont vous allez voir votre fitness. Et comment tu le vois actuellement, sachant maintenant un peu cette année, cette réflexion que tu as dû vivre? Devenir père, pour moi, ça ne change pas juste mon emploi du temps, c'est vraiment ça change la hiérarchie de tes priorités. Précédemment, elle était beaucoup sur mes entraînements. J'ai ma vie de famille, ma vie de couple que je mettais en priorité. À l'heure actuelle, on doit dealer avec énormément de paramètres différents. Et une phrase que j'aime beaucoup, c'est de me dire que je ne m'entraîne plus malgré la vie, je dois m'entraîner avec la vie. Donc c'est vraiment arriver à dealer avec tout ça, arriver à comprendre que le temps devient de plus en plus rare, l'énergie devient vraiment de plus en plus précieuse et que chaque séance doit avoir une intention de plus en plus claire. Donc ça, c'est vraiment de se dire, potentiellement, tu as des séances qui vont être beaucoup plus courtes, qui vont être positionnées à d'autres moments dans ta journée, mais que du coup, chaque entraînement doit être de plus en plus intentionnel. Il y a la possibilité d'encore s'entraîner, c'est sûr et certain, et ça fait partie de notre identité, qu'on soit père ou pas. On doit pouvoir maintenir ce qui nous correspond et ce qui nous permet d'être la personne qu'on est, mais être OK sur le fait que des sessions vont être plus courtes, des sessions vont être déplacées, des sessions vont être annulées, c'est OK. Mais par contre, chaque session devient de plus en plus importante et l'intention derrière chaque session devient de plus en plus importante également. Ouais, c'est très très beau ce que tu viens de dire. Je pense que c'est une capacité à s'adapter et à accepter que les choses ne peuvent pas être comme elles étaient. Clairement. Et tu l'as vu, et c'est ça qui est très très chouette aussi, c'est que t'es un petit peu t'es le tonton Ben. Donc depuis le jour 1, depuis l'annonce même de la grossesse, tu as été là, tu as été présent, tu as vu à quel point ça demande certaines adaptations. Et que ce soit toi, que ce soit peu importe l'entourage. Je dois remercier aussi sa maman qui finalement fait un job qui est plus qu'incroyable et qui m'a permis de pouvoir, en tant que coach, en tant qu'athlète, en tant qu'humain, en tant que père, de pouvoir continuer à évoluer. Rien que pour tout ça, je dois déjà vous remercier parce que vous faites partie de mon environnement et vous permettez d'avoir cet environnement le plus parfait possible. Ouais, clairement. C'est une leçon que moi, je ne peux pas encore partager parce que ça n'est pas encore partie de mon quotidien. Mais au moins, j'aurais déjà cette expérience et je pourrais juste supporter dans ce futur. Ouais, clairement, parce que j'aurais déjà vu tout ce que ça engendre et je pense que par rapport à tout ce que tu viens de dire, déjà, tu peux être un exemple pour beaucoup de monde parce que tu as réussi à montrer comme quoi c'est faisable et que c'est pas une question d'être dans le chaos tout le temps. Non. Ce chaos, il doit être... C'est un chaos, c'est un beau chaos, disons-le. Nice. Ça permet de passer sur le point 3 où c'est une leçon qui est venue vers la fin de 2025 et grâce à un bouquin que j'ai lu, dont j'ai pas vraiment beaucoup partagé avec toi. Non, parce qu'en général, tu me partages chaque fois qu'il y a un bouquin, ou chaque fois maintenant que tu écoutes un bouquin, parce que ça, tu l'as pas dit, mais il y a beaucoup de livres audio que tu as l'occasion d'avoir. Oui, je suis pas le plus grand lecteur, mais c'est vrai que ce livre m'a permis d'avoir quand même des très belles réflexions, et cette réflexion est de se dire que winning is everything. Je te laisse développer. Ce statut, en fait, tu vois, c'est juste cette terminologie permet de renforcer déjà un petit peu notre tagline qui est à chaque fois de élever des standards et que ça fait partie de notre quotidien et que c'est surtout un mindset. Mais ce livre qui a été écrit par Tim Grover, qui est en fait un coach très très connu dans le milieu du basketball. Il a entraîné Michael Jordan, Kobe Bryant, donc il a vraiment réussi à percer et à se faire un nom super important dans le milieu. Et que cette mentalité, je l'ai vraiment vécue et ressentie très fort quand on était dans cette prep pour Aerox Gand. Ouais. Et de se dire que cette mentalité et ce choix de se mettre dans une position qu'on va gagner. Ouais. Et qu'on doit se persuader qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et que au final, cet état d'esprit et ce mindset, c'est une question de positionnement et de se dire qu'on a cette capacité réellement de pouvoir gagner. Ouais. Et là, c'était dans le contexte de la compétition pour Aerox Gand, mais c'est-à-dire vraiment que
les choix, les entraînements et toutes les décisions qu'on va prendre lors d'une prep, dans le contexte de compétition, mais dans nos choix au quotidien, ce positionnement nous permet d'avancer d'une autre façon que si on ne l'avait pas. Je comprends totalement. Maintenant, justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que cet état d'esprit-là peut, comment pouvoir le dire de la manière la plus simple, est-ce qu'elle s'acquiert avec un tout petit peu de confiance? Imaginons quelqu'un qui débute et qui sait qu'il n'a pertinemment pas l'opportunité d'aller sur la ligne de départ et de terminer sur un podium. Est-ce que c'est une mentalité qu'il doit malgré tout avoir, ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux uniquement avoir à partir du moment où tu sais que tu as cette capacité de pouvoir gagner? Ouais, c'est une bonne réflexion. Je pense que ça se développe, clairement. Et comme tu l'as dit, cette confiance, elle peut seulement être ressentie grâce à tous les small wins qui sont accumulés auparavant. C'est ça. Donc on pourrait se dire que c'est pas spécialement gagner la compétition en elle-même, mais c'est de se dire que tu peux très bien te mettre des wins à vouloir juste cocher toi-même sur un objectif, sur une performance. Oui, c'est ça. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est des comportements, c'est des décisions qu'on fait au quotidien. Là, de nouveau, c'était dans le cadre d'une compétition. Même si c'est une compétition qui est réalisée avec beaucoup de participants, je me suis mis dans cette position de me dire que j'avais les capacités de gagner. Ouais. Et tu les avais? J'ai pas gagné. Non. Mais il y avait... C'était proche. Proche. Tu vois, donc c'est de se dire qu'au final... Clairement, il y a plein de moments où on ne gagne pas. Et cet état d'esprit permet d'avoir justement, comme tu dis, cette confiance en soi et ce positionnement, sans doute, de se dire que ce qu'on a décidé d'atteindre, ce qu'on a décidé de faire, j'ai les capacités de gagner. Ouais. Et donc, je trouvais ça assez fort. C'est fort. Et on a déjà eu l'occasion d'en discuter aussi. Tu sais que je ne suis pas spécialement avec cet état d'esprit-là tout le temps. J'ai beaucoup de mal sur une compétition à avoir cette confiance de me dire je sais que j'ai cette capacité d'aller, mais par contre tout le monde devrait pouvoir avoir cette envie de se dire que ce qu'il est occupé à faire peut lui permettre d'aller chercher une victoire, que ce soit personnel ou que ce soit général. C'est ça, mais c'est pas d'office dans le milieu à chaque fois d'aller chercher une autre performance, non. Mais c'est ce positionnement, cet état d'esprit qui permet vraiment d'aller chercher ces changements. Et c'est win. Ouais, c'est un bon rappel. Et on va l'appliquer davantage. Ouais, je sais que tu avais aussi une autre bonne réflexion. Donc, on est sur la réflexion numéro 4. Une des réflexions cette année, il y en a encore. On va encore pouvoir développer énormément. Mais c'est un petit peu en rapport aussi avec cette période, cette année qui m'a permis de passer beaucoup de temps en extérieur et beaucoup de temps à marcher. Donc, leçon numéro 4, walking outside, it's a performance tool, not a recovery hack. Donc, c'était vraiment le principe de se dire que marcher dehors, en tout cas être exposé à un mouvement et encore plus en extérieur, ça a été pour moi et je pense pour beaucoup de monde et j'espère que vous pourrez l'appliquer, mais ça a été vraiment un game changer. Ça soit sur la physiologie, sur mon mental, sur un petit peu ma régulation, on va dire, de mon système nerveux qui a pu être mis un petit peu à rude épreuve sur cette année. Ouais. Ce besoin d'être exposé dehors, surtout dehors, je pense que ça a fait une grosse différence et c'est pas à toi que je dois le dire, sachant que tu es un amoureux de la nature qui pourrait marcher pieds nus toute la journée sur des écorces d'arbres. Presque avec le Vivo, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Exact. Mais ce besoin d'être en contact avec la nature déjà a été énorme. Je l'ai d'autant plus ressenti que avec ma fille, j'ai passé énormément de temps en porte-bébé à aller marcher. C'était le seul moyen de la calmer. Donc C'était un moyen de la calmer. C'était un moyen pour moi, finalement, n'ayant pas spécialement toujours l'opportunité de faire énormément d'entraînement, c'était un moyen d'accumuler très facilement 2-3 heures de marche. Ouais. Donc je faisais mes steps. Et si vous suivez un petit peu sur les réseaux, pour certains, vous avez sûrement dû voir des miles in passer et il y a eu toute une période où c'était des step in. Ouais. Et c'est ce petit rappel de se dire finalement, peu importe la dose minimale que vous êtes capable de faire, essayez, si vous avez l'occasion, de mettre du mouvement, d'être en contact avec la nature, de marcher et vous allez voir que parfois la plus simple des habitudes peut vraiment être un game changer. Clairement. Lessons number 5. Down weeks are hard but necessary.
Alors, ça ici, ça nous replonge de nouveau un peu dans cette prep d'Aerox, de Gand, qui s'est terminée quand même assez récemment, donc c'était milieu de décembre ici 2025, Ouais. où je me suis rendu compte à quel point on a très fort tendance à rester dans certaines habitudes. Et là, pour le coup, quand on est en prep depuis 10 à 12 semaines, on a un certain rythme d'entraînement, un certain volume qu'on a su tolérer, théoriquement, si la prep se passe bien. Et que là, du coup, juste après l'Aerox, je suis resté dans ce mindset de devoir garder le même rythme. Ouais. Grosse erreur. Grosse erreur. Pourquoi ? Parce que il faut pouvoir tirer sur le frein à main et se dire qu'on a besoin de périodes de repos. C'est facile à dire pour nous quand on encadre nos athlètes. C'est plus difficile de le réaliser pour soi-même. C'est quelque chose que j'ai remarqué également. On est très bon pour donner des leçons, mais on est très mauvais pour les appliquer. Voilà. Et là, pour juste revenir sur ce que tu viens de dire, on acquiert énormément d'expérience, on acquiert un fitness qui devient de plus en plus haut sur une fin de préparation. Ouais. Et c'est très compliqué mentalement de comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait diminuer. Alors que justement, tu es au meilleur de ta forme, tu as cette capacité, ton fitness est au plus haut, ta capacité de récupération est au plus haut, tu te sens littéralement le roi du monde. Et c'est là qu'on vient tirer ce frein à main et tu comprends pas trop pourquoi. Et voilà, et c'est pour ça que c'est un point super important à développer et je te laisse le faire. Et ça, c'est du coup un peu sur ce ressenti qu'on peut avoir justement les jours et un peu les semaines après, de se dire qu'en fait, ces 12 semaines, elles ont eu un impact. Ouais. Elles ont eu un impact positif sur forcément ton fitness, mais sur ton système nerveux, et de se dire que c'est pas un rythme qu'on est censé maintenir ad vitam. Non. Et que du coup, s'octroyer ces quelques jours de récupération complète après une compétition, après un gros event, que ça puisse durer des fois jusqu'à 1 semaine, voire même 2 semaines qui seront un peu plus light, c'est quelque chose qui se prévoit et qui doit juste être accepté et vraiment profiter aussi à la fois. Parce qu'on a mis tellement d'efforts pendant ces préparations, pendant ces semaines, qu'au final, il faut juste pouvoir laisser à son corps le temps de pouvoir assimiler toute cette charge et tous ces changements, choses que j'ai pas faites. Et ça a traîné du coup sur 2-3 semaines, là, juste après cette période d'Aerox. Et c'était pas les meilleures semaines de ma vie en termes de performance, en termes d'entraînement, en termes de feeling, tu vois. Non, je pense que ton ressenti est complètement différent aussi. Mais quand on regarde un sport de haut niveau et dans n'importe quel autre sport, il y a des saisons. Et des saisons, elles se terminent toutes par généralement avoir une saison un peu off, où il y a une trêve de 2 semaines, 3 semaines. Si on prend des prépas de marathon, généralement, on a des 2 semaines off avant de recommencer réellement des entraînements. Donc, c'est compliqué à accepter, mais il faut pouvoir le faire. Et encore plus, c'était une de mes leçons, si on a une vision sur le long terme. Ouais, c'est ça. Et te dire que c'est pas juste une question d'ego, parce que je me vois encore, tu sais, le lendemain après cette compétition, 6h du mat', je fais mon run matinal comme d'habitude. Ouais. Qu'est-ce que je mets comme titre ? Back to work. Back to work. Tu vois, c'est de se dire que c'est tellement cette mentalité et de se dire que en tant que juste passionné de fitness et d'athlète, on veut montrer cette image. Tu vois, de se dire qu'on travaille. Et on refuse de voir des chiffres diminuer, on refuse de voir des paces diminuer. Alors que, encore une fois, si on n'avait pas cette pression parfois sur certains réseaux, je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui s'octroieraient ces semaines off. Ouais, moi, pour le coup, là, c'était pas une pression de réseaux sociaux, mais c'est juste me dire, après une compétition, demain matin, tu travailles et tu continues à faire le boulot. Ouais. Et ça, c'est un message qu'on veut transmettre, parce que c'est quelque chose de se dire que voilà, on ne reste pas sur nos acquis et se dire que, ok, on a fait une bonne perf, on a fait une bonne performance. Non, ça, c'était peut-être un small win, mais il faut enchaîner tous les autres. Donc, c'est le fait de pouvoir continuer là-dessus. Mais de se dire qu'il faut quand même pouvoir vraiment s'octroyer des périodes un peu de relâche. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais se dire que c'est une période où on autorégule et on s'écoute. Et de se dire qu'au quotidien, du coup, pendant 1-2 semaines, il ne faut pas forcément suivre quelque chose de super rigide ou de rester sur un rythme qu'on a eu précédemment. C'est vraiment juste se dire que voilà, on fait au quotidien, on s'écoute et on fait quelque part un petit peu ce qui nous semble bon à ce moment-là. En gros, c'est faire ce qu'on prescrit à nos athlètes, mais pour nous. En gros, c'est ça. En gros, sur nos athlètes, généralement, on leur prescrit la Bridge Week. La Bridge Week, même 1 voire 2 Bridge Week, qui est vraiment une ou 2 semaines qui leur permet de juste s'écouter, faire un petit peu en fonction de leurs envies, de ce qu'ils ont sur le planning,
Et c'est quelque chose qu'on insiste énormément et que quand ils nous disent qu'ils ne la veulent pas, on force et on leur impose. Mais voilà, encore une fois, chaque coach a besoin d'un coach et peut-être que j'aurais dû te forcer. C'est le Bridge Week. Ouais, c'est à cause de toi que j'ai passé 2 semaines de merde. Mais non, mais voilà, écoute, super intéressant et on continue un petit peu dans ce parallèle-là. Moi, ce que j'avais vraiment envie de dire, c'est que au plus tu deviens expérimenté, au plus tu es un athlète qui commence à se connaître et au plus tu veux accumuler, que ce soit des saisons, que ce soit des compétitions, au plus cette vision long terme devient importante. Ouais. Parce qu'on le sait, quand on est débutant, on peut supporter normalement pas mal de volume, parce que simplement le volume qu'à l'heure actuelle on est capable de mettre, ou en tout cas l'intensité qu'on met sur ce volume-là est moindre. Ouais. Juste parce qu'on n'a pas encore cette capacité en tant que débutant d'aller chercher vraiment des intensités hautes. Et à ce moment-là, on peut se dire qu'une saison peut finalement être très très longue parce qu'elle est probablement qu'à 50-60% de la vraie capacité de l'athlète. Oui, ou que le progrès est mesuré beaucoup plus rapidement aussi. Exactement. Mais à partir où on est sur des athlètes 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, je pense qu'au plus on avance, au plus les gains sont lents, au plus ils deviennent marginaux, au plus ils deviennent exigeants et que les raccourcis n'existent plus et que la vision long terme devient une compétence. Oui, c'est vrai. Donc ça permet directement de faire aussi le lien sur la prochaine leçon que je voulais partager qui est Foundation First, Big Challenges Second. Dans la société dans laquelle on est, on a fort tendance à voir qu'on prône les challenges. Qu'il faut avoir quelque chose dans le calendrier, qu'il faut faire des compétitions, qu'il faut atteindre certaines choses. Clairement, c'est quelque chose qu'on insiste beaucoup, le fait de pouvoir mettre des gros events, des gros challenges, et on insiste sur le gros challenge dans une année, ça permet de découvrir de nouvelles choses, personnelles, en tant que personne, sur le plan physique et sur le plan d'adaptation. Mais ce que beaucoup de gens, j'ai l'impression, loupent, c'est de se dire que, outre l'aspect de compétition, la fondation reste quelque chose qui est le plus important et ce sur quoi on revient toujours. Ouais. Et que, comme on a dit un peu plus tôt aussi, être en préparation, être dans une phase de compétition, c'est pas quelque chose qui est tenable tout le temps sur le long terme. Et que cette fondation, c'est vraiment la base qui vous permet de faire des challenges qui sont de plus en plus ambitieux. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est de se dire que la fondation, c'est vers quoi tu tends à revenir quand tout s'écroule, ou quand tu n'en peux juste plus, ou quand tu as terminé une phase un petit peu plus haute. Cette fondation devrait être quelque chose qui est tenable sur du très long terme et qui te demande pratiquement zéro effort. C'est ça. Et ça, c'est important de pouvoir avoir cette baseline. Et pour beaucoup de personnes, se dire d'être en préparation toute l'année, c'est que ils ne sont pas dans une vraie phase de préparation. Non, parce qu'en fait, ils sont juste occupés. Ils sont juste occupés. Mais ils ne sont pas forcément en train de progresser. Ouais. Et c'est ça le message principal. C'est vraiment de se dire que sur une année, il devrait y avoir, selon un peu notre opinion, 1 à 2 events qui sont importants pour vous. En général, on appelle ça une compétition A, une compétition B. Race A, Race B, et voilà, et ça devrait déjà suffire. Parce que si on réalise vraiment tout ce qu'on peut pour atteindre cette compétition ou cet objectif, on devrait pouvoir ressentir que dans cette préparation, il y a un rythme qui est super important et, comme on l'a dit plus tôt, qui ne peut pas être tenu tout le temps. Et qu'au final, quand on revient sur cette fondation, sur les choses qui nous permettent vraiment de nous sentir bien, faire nos steps, aller marcher au quotidien, avoir notre volume qu'on sait facilement tolérer d'aérobie, avoir nos entraînements de force fonctionnels, travailler notre mobilité. Au final, ce sont ces moments-là où on se sent quelque part le mieux et le plus sain. Ouais. Et que quand on est en compétition et quand on se prépare, c'est pas forcément le rythme le plus sain, justement. Non, c'est chronophage. On est dans un mood qui n'est pas spécialement toujours le plus sain, comme tu viens de le dire. Ça nous demande certains sacrifices. Donc non, c'est clairement une des leçons à retenir. De se dire que oui, des compétitions, on peut en trouver tous les week-ends. Si on a envie, on peut le faire. Prendre des dossards, on peut le faire.
Mais à quel point est-ce que vous êtes capable d'en tirer des enseignements quand tu termines ce genre d'événement? Je pense que pour tout le monde, ça devrait être, je termine une compétition, j'en tire les enseignements, je retourne travailler sur mes lacunes et je reviens en étant plus fort. C'est ça, sur ma fondation. Et c'est aussi une conversation qui est super intéressante sur la façon dont on s'entraîne, qui est du type hybride, où on va mélanger une composante aérobique avec aussi la composante de force et d'entraînement résistance, et à quel point quand on fait un event, pour notre part, c'est souvent un event qui va être de l'ordre de l'endurance, que ses limites sont très très fines, et que lors d'une prep, c'est très très facile de passer cette ligne où on se sent comme un super-héros, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous échappe. Ouais. Et qu'on se sent moins bien, il y a un moment donné où on se sent un peu moins fort, on sait qu'on continue un peu cette préparation, donc au final, les adaptations, elles continuent, on sent qu'il y a quand même une évolution, mais intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose qui nous a loupé. Ouais. Et on se sent pas bien. Non, et ça, quelque part, ça fait partie d'une préparation. On devrait pouvoir ressentir à un moment donné, justement, qu'on met tellement d'efforts qu'il y a peut-être des fois des petites erreurs et des choses qui arrivent qui font qu'on va ressentir ces signaux, et qu'à quel point c'est super important de pouvoir les écouter, ces signaux. C'est compliqué, parce que même chose, on est réglé, on a certains rythmes, on a certaines réflexions qui nous poussent à faire des fois certaines choses qu'on ne devrait pas forcément, mais au plus on développe aussi cette self-awareness et cette prise de conscience, au plus on sait écouter ces signaux et adapter en cas de besoin. Mais qu'une fois que la compétition au final est passée, on s'écoute, on fait une bridge week, comme on recommande à tous nos athlètes. Obligatoire, et on revient sur cette fondation. Et cette fondation, c'est les entraînements de résistance fonctionnelle qui vont combiner de la mobilité, de la force, de l'hypertrophie, quelque chose qui va juste nous permettre de nous sentir bien et juste avoir le volume sur le côté d'aérobie et d'endurance fondamentale qui nous permet quand même de pouvoir maintenir tout ce qu'on a acquis et voilà, de slowly build mois après mois, année après année. Et quand un event vient, quand il y a une curiosité, quand il y a une compétition qui est dans le calendrier, comme toujours, on va all-in. Ok. Next one. La suivante, encore une fois, sans spécialement l'avoir voulu, elles se font un petit peu tous suivre et elles font un petit peu chaque fois écho l'une à l'autre. Donc, leçon numéro 7. Strength training is not optional, it's mandatory. Et ouais, pour un tout petit peu développer du coup cette leçon-là, comme vous le savez, normalement, on a ici eu pas mal d'entraînements qui étaient très focalisés sur l'Aerox. L'Aerox qui demande des niveaux de force qui sont indispensables, mais qui ne sont pas élevés. Ouais. Ça ne demande pas des niveaux de force maximum importantes. Ça demande d'avoir un niveau de fitness correct, de savoir manipuler des charges modérées longtemps, mais ça ne demande pas de la force. Et en ayant ce calendrier, il y a une période de l'année où on a commencé à devoir se focaliser davantage sur la partie Aerox parce que c'était notre choix, donc on le savait, et on a dû délaisser un tout petit peu cette partie force. Ouais. Et je te l'ai dit hier, I'm feeling weak. Je me sens vraiment, et c'est fait très longtemps que je ne me suis pas senti aussi faible. Ouais, et ça rejoint, comme tu l'as dit, le point aussi précédent, c'est de se dire que quand on rentre dans une phase de spécificité, on doit répondre à cette spécificité. Et que, vu que l'année 2025 pour nous a été quand même vachement spécifique pour l'Aerox, et que même dans une saison d'un an complet, on sait venir intégrer des saisons et des chapitres qui sont à chaque fois un petit peu différents. L'un où on va se focaliser plus sur la force, l'autre où on va se focaliser peut-être justement sur nos faiblesses, nos lacunes. Endurance fondamentale, capacité anaérobie, il y en a plein. Mais dans notre cas, dans la spécificité de l'Aerox, clairement, l'aspect force pure, que toi aussi, tu as aussi vachement l'habitude de pouvoir... Je pense que c'est davantage. C'est surtout parce que je viens d'un background où la force était mise en priorité depuis 15 ans. Ouais. Et de la supprimer, en tout cas de la mettre un tout petit peu sur le côté parce qu'elle a été développée et que finalement, il y avait des lacunes qui étaient à travailler davantage. On en arrive à ce point où, comme tu le dis, voilà, c'est des chapitres et là, oui, on se sent... ouais. C'est bien pour vous dire que même
nous qui sommes forcément dans le milieu et qu'on est coach et qu'on prône toutes ces informations, c'est que même nous, on vit ce genre de situation et de sensations. Et que c'est des process et c'est des changements qui sont normaux dans ces phases de préparation, mais qu'il faut simplement pouvoir écouter et apprendre de ces leçons pour que à chaque fois ça soit juste un bagage d'expérience et que lorsque la prochaine exposition arrive, on sait comment interagir avec, on sait comment attendre certains changements et se dire que ça fait juste de nous des athlètes qui sont plus expérimentés. Ouais. Mais ici, je le remarque encore davantage, c'est que on l'a dit en introduction un tout petit peu à l'épisode, j'ai une blessure. Je suis touché. He's dead. Soldat au sol. Ça fait combien? Je pense que ça fait 15 ans ou 16 ans que je m'entraîne. J'ai jamais eu une blessure qui a duré plus de 24 heures. Ouais. Et là, ça fait... j'ai pas envie de le dire, mais j'ai presque un calendrier où je compte les jours de blessure. Et là, ça fait 25 jours d'affilée que je n'ai pas couru. Ouais, et ça, c'est impactant, ça. Autant vous dire que là, je n'ai qu'une seule envie, c'est de sortir et de pouvoir gambader. Mais je suppose, ou en tout cas, c'est une des théories que je soutiens, c'est que ayant diminué mon impact et mon exposition à du travail de force a potentiellement fait qu'à l'heure actuelle, je sois blessé. Ça, c'est toujours des théories et c'est compliqué de savoir exactement. Très compliqué, mais comme je te dis, le sentiment, et rien que de sentir que ton corps est beaucoup moins fort, est capable de beaucoup moins encaisser, de stabiliser, tu sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme à mon habitude. Ouais, parce qu'on sait, on le dit, on le répète à quel point les entraînements de force nous permettent d'être plus robustes, d'être plus durables, de limiter tout ce qui est risque de blessure. Mais voilà, ça dans la vie d'un athlète, c'est toujours des choses qui sont possibles, qui vont arriver. À quel degré, ça forcément, c'est toutes des expériences, des facteurs différents. Mais c'est une possibilité. J'ai une phrase justement d'un entraîneur que j'avais entendu et que j'avais noté à l'époque. Et je vous la partage. When strength drop, injury don't show up immediately, they wait. Et je pense que là, elle a show up. Et maintenant, voilà, on est dans le process un peu pour revenir. Parce que on a encore d'autres échéances et qu'il va falloir recourir un tout petit peu. Ouais. C'est pour aussi continuer un peu sur ce thème de la force. Ce qui m'a percuté le plus aussi en 2025, et ça c'est beaucoup avec les différents cours qu'on donne, c'est à quel point beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce principe de s'entraîner dans des amplitudes qui sont complètes. Ouais. Full range of motion. Ça te tient énormément à cœur. Beaucoup. Parce que j'ai encore un exemple qui me vient en tête comme ça maintenant où j'avais une dame qui était peut-être âgée un peu plus de 40 ans, qui est venue à mes cours. C'est un entraînement qui était... Très jeune. Pète le feu. Mais le problème, c'est que cette compréhension n'était pas là. Et que tu vois cette personne qui est remplie de bonne volonté, qui veut bien faire les choses. Mais lorsque... je lui ai demandé de simplement faire un push-up avec la variante où on est sur les genoux. Tu voyais vraiment que le fait d'accéder à un deep push-up et de se dire que la poitrine arrive au niveau du sol, c'était quelque chose qui n'était pas faisable. Ouais. Pas faisable, non pas parce qu'il n'y avait pas cette envie, elle voulait vraiment aller au bout de ce push-up, mais vu que cette amplitude de mouvement et cette compréhension d'aller à chaque fois chercher un end range et de faire les exercices avec une amplitude complète n'était pas là, forcément cette personne était faible dans ces amplitudes et n'avait pas accès. Et que ça, cette compréhension, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de partager et ce sera sûrement un sujet aussi de podcast qui arrivera dans le futur. C'est de se dire que pour être plus fort et être mobile, ce sont des choses qui se joignent ensemble. Et que la mobilité, c'est être fort dans des amplitudes plus importantes. On a toujours tendance à scinder les deux et à voir la mobilité comme simplement du stretching et des positions très passives, alors que finalement, comme tu le dis, aller chercher un squat profond, aller chercher un push-ups profond, chargé aussi, on ne l'a pas encore évoqué, mais chargé. Très important. Ça fait partie de la mobilité et l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Ouais, et ça, cette citation que M.
Monsieur Charles Poliquin, aussi un coach très très connu en Amérique, a dit « Strength is gained in the range it is trained ». Super connu et qui résume vraiment parfaitement ça. C'est que pour notre petite dame ici de 40 ans, qui était à peine à son quart de push-up, c'était directement une alerte. Parce que son corps refuse. C'est ça, parce qu'on n'expose pas nos muscles, nos tissus, nos tendons à ces amplitudes qui doivent être travaillées. Et donc du coup, pour le système, c'est directement un alerte. Et que être plus fort, être plus mobile, c'est porter cette importance sur la pratique de s'entraîner avec des amplitudes qui sont complètes. Leçon numéro 8. Si on ne s'est pas trompé. Si on s'est trompé, vous nous le direz. Mettez-le dans les commentaires. Qu'on est nul en maths et que le nombre n'était pas correct. Next. If you want to train like an athlete, you must live like one. Ouais, celui-là, je sais que ça te porte à cœur. Ça me porte à cœur. Encore une fois, chaque leçon qu'on a à l'heure actuelle, on aurait pu les avoir depuis des années, mais on a vraiment voulu reprendre celles qui nous ont très impacté sur l'année 2025. Et disons que cette leçon-là, c'est une leçon assez générale, mais qui, je pense, est intéressante. En tout cas, c'est un rappel qui va être intéressant. Dans mon cas, quand je parle de vouloir s'entraîner comme un athlète, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait tout l'environnement qui supporte cette vie-là. Donc, vouloir être un athlète, c'est une chose. Un athlète professionnel, c'est une autre. Et ça, c'est pareil, ça fait partie d'un débat entre la différence entre un athlète ou un athlète professionnel. Pour moi, j'ai mon avis là-dessus. Mais à partir du moment où vous essayez de vous entraîner comme un athlète, en termes d'heures, en termes d'intensité, il va falloir vraiment que votre environnement soit le plus parfait possible. Et quand je parle d'environnement, je vais surtout parler du sommeil, qui, on sait, est le facteur numéro 1 de la performance. Je ne vais pas ouvrir mon app Garmin et vous montrer mon score de sommeil sur les mois précédents. Ouais, mais ça, t'as une bonne excuse. Mais voilà, sommeil qui reste un des facteurs les plus importants. La nutrition, on va en discuter un tout petit peu parce que c'est quelque chose, pareil, on y tient énormément. Le stress, la santé. Et là-dessus, sur la santé, j'aimerais faire un tout petit rappel. En tout cas, ce que j'ai expérimenté, c'est l'importance en tant qu'athlète de vraiment faire des bilans sanguins. Ouais. Ça fait des années que je procrastinais sur le fait de le faire, mais cette année particulièrement, ayant pas mal de compétitions et cette volonté d'aller chercher vraiment les moindres détails, vraiment les gains les plus marginaux possibles, j'ai décidé d'investir un tout petit peu plus de temps, un tout petit peu plus d'argent aussi dans ma santé, et les prises de sang faisaient du coup sens. Et l'ayant fait il y a plus ou moins 10 semaines maintenant, j'ai été très surpris des résultats. Qu'est-ce que tu as découvert ? Qu'est-ce que j'ai découvert ? Que j'avais des carences et que ça ne venait pas du fait de ne pas manger de légumes. J'allais le dire. tu sais d'où ça vient, ces carences. Je préférais anticiper. Donc oui, je l'avoue à l'antenne, je l'avoue à tout le monde. Je ne suis pas le plus grand consommateur de légumes. Il ne mange pas de brocoli. Non, mais je mange beaucoup de fruits. C'est vrai. Donc, pour en revenir à ça, j'ai été surpris positivement parce que depuis plusieurs semaines, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en tant qu'athlète, il faut être très à l'écoute de son corps, on l'a dit. Et ça a été du coup une démarche que je pensais être indispensable. Et dans cette prise de sang, ce qu'on a remarqué, c'est que j'avais une certaine anémie. Okay. L'anémie, donc c'est simplement, ça se traduit par un manque de fer, ou simplement ça peut se traduire par un manque de capacité à transférer le fer. Donc c'est pas spécialement le manque de fer, mais ça peut juste ta capacité à pouvoir utiliser le fer que tu as en interne. Et le fer est responsable de pouvoir amener de l'oxygène et la création de globules rouges. Donc les globules rouges te permettent d'amener ton oxygène à travers le sang. Si tu n'en as pas, globalement, tu n'as pas d'oxygène, tu désatures très rapidement, tu as l'impression d'être comme un poisson dans l'eau dès que tu cours. T'es pas au top, quoi. Et non, clairement, t'es pas au top. Et je souffre de crampes chroniques je t'avais promis que 2026,
j'allais vraiment investiguer là-dedans. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, maintenant j'ai une liste de petites choses à devoir essayer de rééquilibrer. Il y a des prises de sang qui vont être faites de façon un petit peu plus régulière pour justement s'assurer que tout ça fasse sens et que tout ça s'équilibre. Mais donc voilà, petit rappel pour simplement vous dire qu'à partir du moment où vous voulez vraiment avoir un style de vie avec des entraînements intenses, des volumes intenses, les gars, essayez vraiment de prendre votre santé entre vos mains et faites une prise de sang, ça sera la moindre des choses. Et n'hésitez pas à en parler à votre médecin, analyser tout ça. On a dans notre équipe au sein de Kinavia, et je remercie notre nutrithérapeute Marine qui a été d'une aide incroyable et qui m'a éclairé sur toutes les pathologies possibles et tout ce que je pouvais mettre en place pour pouvoir améliorer tous ces facteurs. Donc voilà, avec une équipe comme on a ici au sein de Kinavia, je ne pouvais qu'être bien accompagné. Donc je la remercie en ligne. Si tu écoutes ça, Marine, promis, je mange mes légumes à partir de 2026. C'est des légumes qui sont sélectionnés du coup, ça doit être stratégique dans son plan alimentaire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut très très vite facilement oublier à quel point cette charge physique et aussi mentale qu'on a à juste s'entraîner beaucoup et juste à aimer ça, on a des besoins qui sont différents qu'une personne qui a beaucoup moins d'entraînement dans son quotidien et que ces check-up et que ces ajouts qu'on doit faire dans notre alimentation et la façon dont on structure nos journées sont super importantes. Et c'est vrai que sur le plan aussi d'alimentation, à quel point quand on va chercher des performances et des compétitions, à quel point on a aussi besoin de pouvoir s'alimenter plus. Et que beaucoup de gens, nous-mêmes aussi y compris, ont des fois peur de pouvoir ajouter juste ces apports. Mais si on ne le fait pas et si on ne prend pas conscience que lorsque notre demande énergétique augmente et qu'on ne comble pas cette demande par un apport qui est plus important, que ces signaux peuvent arriver beaucoup plus vite que ce qu'on peut s'y attendre. Clairement, la sous-alimentation, je pense que c'est un peu un vice chez beaucoup de personnes et parce que il y a toujours un peu cet idéal physique aussi qu'on essaie d'avoir et cette composante physique et de toujours avoir cette relation entre la nourriture et ce qu'on fait rentrer dans notre corps, à quel point est-ce qu'il va avoir une influence. Mais même chose, tu l'as dit, la nutrition est un des piliers majeurs. À partir du moment où des volumes d'entraînement sont indispensables, la nutrition va devoir suivre. Ouais, et que manger plus est souvent aussi la solution la plus simple pour simplement se sentir mieux. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce carburant qui va vous permettre de pouvoir vraiment alimenter votre système et de se dire que vous allez performer réellement comme vous voulez performer. Et dans des sports d'endurance, davantage. Ouais, là la meilleure analogie qui me vient en tête, c'est vraiment juste le fait de pouvoir avoir un feu qui fonctionne bien. Et c'est-à-dire que si on met pas de bûche sur le feu, il y a que des petites braises qui font pas beaucoup de bruit, qui éliminent pas beaucoup, tandis que quand on fournit vraiment tout ce qu'on a besoin en tant qu'athlète, en tant que personne avec tout notre quotidien, par cette alimentation et par cette prise de conscience de notre santé, on peut tenir ça sur le long terme. Un brasier. Et on devient un vrai brasier. Alright, dernière leçon. Est-ce que tu en as une en particulier que tu veux encore partager? Est-ce qu'il y en a encore une sur ta liste qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter aujourd'hui? Ouais, théoriquement, du coup, c'est le 10e. You don't need the right program, you need to know how to train right. Bim. In your face. Ça fait mal. Ça fait mal à entendre ça. Mais en même temps, ça fait du bien. C'est-à-dire que, avec tout ce qu'on a déjà communiqué aujourd'hui, c'est-à-dire que on remarque à quel point beaucoup de monde sont trop occupés à faire trop de petites choses et pas de se concentrer assez sur les points vraiment importants. Mais c'est de se dire que c'est pas juste une idée de ce qu'il faut trouver le bon programme d'entraînement par rapport à ses objectifs, mais c'est de se dire qu'il faut d'abord apprendre à s'entraîner et à s'entraîner bien. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à mettre de côté. Pourquoi? J'ai encore un peu du mal à comprendre, je t'avoue. Mais je pense que la raison principale, c'est parce que les gens évitent ce qu'il y a de redondant. Ouais. Et de se dire que c'est uniquement la répétition des petites choses à chaque fois qui sont nécessaires, qui peuvent être des fois ennuyantes, mais qui nous permettent de pouvoir pratiquer de nouveau
et de répéter toutes ces choses pour apprendre à bien s'entraîner. Et bien s'entraîner, c'est-à-dire qu'il faut commencer par la technique de nos gestes, de nos contrôles moteurs, de savoir comment bien se placer dans différentes positions. C'est de travailler avec un tempo, de faire les choses plus lentement que ce qu'on a l'habitude de faire et de se dire qu'il faut à chaque fois aller vite. Non, il faut au tout début apprendre à slow down, se focaliser sur la technique, être sur des mouvements qui sont contrôlés et donc du coup ralentir, ça permet d'avoir ce contrôle et cette compréhension de où est-ce qu'on se situe dans l'espace. Et ensuite, une fois que tout ça a déjà été maîtrisé pendant des mois et des années, on peut beaucoup plus facilement venir greffer de la vraie intensité. Et ça revient du coup sur tout le premier point de ce podcast, c'est de se dire que cette intensité de niveau et cet effort, il peut être placé parce qu'on a fait la répétition et on a fait le travail nécessaire. Ouais, pour beaucoup de monde, et c'est encore une idée ancrée, c'est qu'il faut absolument aller chercher quelque chose qui soit tout le temps inconfortable. Alors que finalement, accepter que ce qui crée vraiment une personne, une capacité, c'est d'aller chercher quelque chose qui soit confortable sur le long terme et d'être capable de le répéter encore et encore. Ouais. Et ça, si vous avez besoin d'avoir cette structure, cette compréhension, que vous n'avez pas de plan de fitness qui vous permet de vous focaliser sur cette fondation, on a la solution, il y en a vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider, c'est le programme 694 qui est désormais aussi en ligne et qui est sur notre nouvelle plateforme et qui honore vraiment cette qualité de mouvement, cette technique au début, ce tempo et cette progression au quotidien pour éventuellement accumuler tous ces small wins au quotidien, devenir meilleur, approfondir la façon dont on bouge pour éventuellement, dans le futur, venir greffer des choses qui sont de l'ordre plus complexe, plus intense. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait vraiment insister pour clôturer un peu toutes ces leçons qu'on a eues de 2025. Ouais. Donc si vous voulez commencer bien l'année 2026, vous savez quoi faire. On espère surtout que toutes ces leçons vous auront parlé, vous auront éveillé. Et ouais, comme toujours, très impatient de pouvoir continuer et de pouvoir développer encore et encore d'autres sujets ensemble. Les gars, on vous laisse là-dessus. Un grand merci pour votre écoute. N'hésitez surtout pas, comme toujours, à liker, partager, commenter. Faites-nous des retours. Au plus on en a, au plus ça nous permettra de pouvoir affiner encore un petit peu ce podcast. Mais merci en tout cas pour votre présence. On a tout dit. Until the next one. See you.